Vous avez présenté un bilan, le bilan de 4 années d'exercice. Moi, avant de commencer, j'ai un programme à vous soumettre et pour lequel je demande votre adhésion. Je vais vous interpeller sur la lutte contre la pauvreté, la gouvernance et la transparence qui ont été des axes importants dans durant votre campagne, durant votre dernière campagne. Ensuite, j'aborderai la question des Mauritaniens de l'étranger et puis une toute petite question sur les perspectives et aussi les impressions que vous avez de ce mandat finissant. La lutte contre la pauvreté était un des thèmes majeurs de votre précédente campagne. Or, des travailleurs temporaires ont déclenché plusieurs mouvements sociaux, notamment à Zouérat, au port de Nouakchott, avec les dockers. Il y a aussi le mouvement des travailleurs de Taziest. À la Sommelec, nous avons 950 travailleurs temporaires qui attendent d'être titularisés, alors que le secteur de l'énergie est présenté comme celui qui attire le plus votre attention. Pourquoi alors tant de précarité? 23,4%, ce sont des chiffres du PNUD, 23,4% de Mauritaniens vivent avec moins de 1,25 $ par jour, moins de 300 ouguiyas. À peu près donc 800 000 habitants, soit à peu près la population de Nouakchott. Ce chiffre est le même qu'en 2009, c'est-à-dire qu'il n'y a pas eu d'évolution en 2009 lors de votre dernière élection, Dans le même temps, la Tunisie a divisé son pourcentage par 2, passant de 2,6 à 1,4%, alors que le Maroc stagne à 2,5. Donc je reprends, Tunisie 1,4, Maroc 2,5 et la Mauritanie 23,4%. Comment expliquez-vous ces écarts? Qu'est-ce qui n'a pas marché alors que vous faisiez de la lutte contre la pauvreté votre cheval de bataille? Vous avez aussi pris des engagements en matière d'assainissement moral de la vie publique. Or, il se trouve des voix qui estiment que la lutte contre la gabegie est un slogan et ces voix vous accusent de procéder à des inspections ciblées à travers l'IGE. Que répondez-vous à ces critiques? Toujours en matière de bilan, le bilan, vous l'admettez, ce sont les actifs, mais ce sont aussi les passifs. Votre bilan en matière de lutte pour la transparence a été émaillé de quelques couacs, on va dire. D'abord, il y a eu les accusations portées contre vous par le député français Noël Mamère. Où en est votre plainte contre M. Noël Mamère? Ira-t-elle jusqu'à son terme ou peut-on s'attendre à un arrangement à l'amiable? D'abord, j'aimerais bien avoir une première sortie sur ce sujet-là parce qu'on ne vous a pas entendu jusqu'à présent depuis cette sortie de Noël Mamère. Autre affaire qui interpelle sur votre programme en matière de bonne gouvernance, donc cette lutte que vous avez engagée et sur laquelle vous avez fait campagne, qui éclaire aussi sur vos rapports avec la presse, c'est celle du Ghana Gate sur les enregistrements publiés par les sites Al-Akhbar et Al-Siraj. Certains disent avoir reconnu votre voix en pleine conversation avec un partenaire étranger. Question simple, Monsieur le Président. Pourquoi n'avez-vous pas porté plainte comme dans l'affaire Noël Mamère? Cette voix était-elle la vôtre? Et si oui, pouvez-vous nous éclairer l'opinion sur la nature de cette transaction? C'est la première série de questions que j'ai avant d'aborder, bien sûr, celle des Mauritaniens vivant à l'étranger. Merci. D'accord. Très bien, d'accord. Donc, pour ce qui est de la situation de la pauvreté, bon, ça c'est une situation, effectivement, ça c'est des chiffres du PNUD, comme vous dites. Mais si on regarde la situation globale des Mauritaniens, la situation s'est sensiblement améliorée ces dernières années, que ce soit sur le plan économique, et ça se répercute aussi positivement sur la qualité de vie en Mauritanie. Ça, c'est des chiffres effectivement ciblés et c'est des extrapolations. Donc, ça ne peut pas être quelque chose de précis. Ça ne peut pas être quelque chose de précis. Mais si on compare l'évolution économique de la Mauritanie de 2009 à 2013, vous saurez qu'il y a eu beaucoup de changements et d'améliorations. On est passé de 500 et quelques dollars par tête d'habitants, produit du PNB, à plus de 1369 aujourd'hui. Donc c'est une amélioration. C'est vrai qu'il y a le chômage, certes, en Mauritanie, il y a des difficultés, effectivement. Nous ne sommes pas un pays, nous n'avons pas atteint les mêmes niveaux de vie que certains pays.
mais la situation s'améliore sensiblement. Et c'est dû au fait aussi, au fait que, par exemple, nous avons un système éducatif qui ne répond pas forcément à nos besoins, aux besoins du marché. C'est pourquoi nous avons, dans le système éducatif, nous avons introduit beaucoup de centres de formation professionnelle. Nous avons créé des écoles supérieures de formation, telles que les écoles des mines, l'école des travaux publics, l'école polytechnique, la faculté de médecine, on l'a renforcée. Tout ça, c'est pour c'est pour créer des emplois, pour rendre les Mauritaniens plus professionnels et essayer de lutter contre la pauvreté. Nous avons parallèlement aussi à cela lutter contre la pauvreté ambiante en agissant sur le niveau de vie, en améliorant les salaires pour les gens qui travaillent, en agissant sur le niveau de vie des gens, en baissant et en subventionnant l'essentiel des produits consommés par ces populations les plus démunies. Pour ce qui est des grèves parfois, ça c'est tout à fait normal. Dans tous les pays du monde, il y a eu des grèves et il y aura des grèves. C'est la tendance et c'est tout à fait normal. Les travailleurs ont de tout temps tendance à améliorer leurs conditions de vie. Donc ils ne peuvent que réclamer, continuer à réclamer, demander l'amélioration de leurs conditions de vie. Si vous me dites qu'au niveau de la Somalek, il y a 950 temporaires, effectivement, il y a 950 temporaires. Je vous dirais même qu'il y a plus de 6 000 et quelques employés, ou même plus d'ailleurs. Il y avait plus de 8 000 employés temporaires de personnel non permanent au niveau de l'administration. Ils sont là. Ils vivent dans la précarité. Ils n'ont aucune sécurité sociale. Ils n'ont aucune chance d'avancer un jour. Mais ça, c'est le fait de quoi? C'est le fait du passé, c'est le fait de la gestion catastrophique du passé. Ils n'ont pas été recrutés en 2009. Les 950 temporaires de la Somalek, c'est des gens qui ont été pris parce qu'à un certain moment, tel cousin était là-bas. Et il y a une stratification. Quand vous vérifiez dans chaque département ministériel, ce que d'ailleurs nous avons arrêté et interdit totalement, tous les départements ministériels, quand vous prenez les recrutements pendant un temps bien déterminé, vous saurez qu'il n'a été recruté que des éléments de telle région ou de telle tribu, parce que tel ministre de telle région ou de telle tribu était en activité. Et c'est ce que nous avons hérité malheureusement. Ce sont les 950 temporaires de la Somalek, dont les 98 peut-être % ne peuvent même pas monter sur un poteau. Ne me dites pas que la Somalek a certainement besoin d'eux, mais la Somalek effectivement est en train de se développer. Mais vous ne m'avez pas dit que la Somalek, elle était déficitaire et qu'elle était débitrice au niveau des banques de plus de 10 milliards de billets et qu'elle a assaini complètement sa situation financière. Vous ne l'avez pas dit. Oui, vous ne regardez que les côtés négatifs qui sont l'œuvre des gens qui étaient là, mais les côtés positifs de ce que nous avons fait, les améliorations apportées, les assainissements des finances au niveau de ces établissements qui, pour la première fois, la Somalek a commencé à faire des bénéfices de par la force d'une gestion transparente, je dis bien transparente, et l'arrêt total de la gabegie au niveau de cette institution. Vous ne m'avez pas dit que tous les Mauritaniens aujourd'hui payent l'électricité, y compris les membres du gouvernement, ce qui n'était pas le cas. Tous les ministres aujourd'hui, il n'y a que la présidence qu'on ne peut pas détacher, car moi je ne pourrais pas payer la facture de la présidence, mais tous les autres pays. Ça, c'est la transparence. C'est vrai que les travailleurs sont victimes de ce comportement, mais les responsabilités incombent aux anciens directeurs, et ce que nous sommes en train de voir. La plupart de ces gens-là subiront des stages de perfectionnement, et tous ceux parmi eux qui pourront accompagner les changements en acceptant de travailler, en acceptant d'être utiles et de servir leur institution, pourront trouver de la place dans l'évolution de la société.
qui est en train de s'étaler sur pratiquement toute l'étendue du territoire, parce qu'il aura à gérer un réseau qui va commencer de Dhar et qui va toucher Bokhle, qui va toucher de Dhar jusqu'à Neymat, Mbadra et tout ça. Et qui va toucher de Kifa, qui va descendre vers la partie sud du pays et qui va quitter aussi Aleg. Donc, c'est-à-dire un maillage extrêmement important de réseaux et d'interconnexion entre les villes. Donc, on a besoin de personnel, mais on a besoin de personnel spécialisé, de personnel recruté suivant des normes, des personnels qui vont servir. Dire que les gens manifestent à Zouerat, à Gjouch ou bien à Nouadhibou, c'est tout à fait normal. Ils ont le droit, c'est reconnu par la loi, donc ils pourront continuer à manifester. Et à chaque fois aussi qu'on pourrait améliorer leurs conditions de vie seront améliorées. Et c'est leur droit de manifester, et c'est le devoir aussi des sociétés qui les gèrent et qui gèrent ces mines, d'améliorer leurs conditions. Il y va du rendement de ces institutions. Pour ce qui est de dire à propos, bon, ça je crois que j'ai répondu à l'essentiel de vos questions. Maintenant, je vais passer aux questions qui concernent un certain Noël Mamer, que j'ai connu que je n'ai connu qu'à travers sa déclaration, que je ne connaissais pas, et qui est un personnage d'après ses propres compatriotes, quelqu'un de très particulier. C'est vrai, il a accusé le président de la Mauritanie, je ne sais même pas s'il a cité mon nom ou non, je ne sais même pas, en disant que j'étais le parrain de la drogue. De toute façon, ça c'est un titre et c'est un grade qui ne me colle pas du tout, et qui ne peut pas me coller. Pour les gens qui me connaissent, et pour le travail que je suis en train de faire pour le pays, que je sois en parlant de la drogue, ça c'est vraiment, c'est des dires, effectivement, c'est des dires qui n'ont aucun sens, et puis d'ailleurs il ne connaît ni la personne, et je ne sais même pas s'il peut situer la Mauritanie aussi. Parce que par la suite, et à plusieurs reprises, il a pris des contacts avec mes propres avocats pour essayer de revenir sur ce qu'il avait dit. Il a fait plusieurs propositions qu'on a rejetées. Et l'affaire est à l'instruction, mais le procès doit arriver, je ne sais pas quand. De toute façon, j'ai mes avocats qui s'occupent de ce dossier-là. Donc ça, c'est pour ce qui est de Noël Mamer. Et je crois qu'il a été induit en erreur. Et par la suite, l'affaire a été amplifiée par certains journaux et par certains sites pour des raisons internes à la Mauritanie. Parce que vous voyez, pendant un certain temps. Donc je ne veux pas rentrer dans ces détails-là. Pour ce qui est du deuxième point, quand vous parlez de mon contact avec un opérateur, je ne sais pas, vous avez dit un opérateur. D'abord, c'est une affaire qui remonte à 2006, je crois. Mais ça ne veut pas dire que plus on requiert des affaires, plus je ne suis pas... C'est vrai, c'est une affaire qui a existé, mais c'est un simple montage. Un simple montage. Et les gens qui l'ont mis sur l'Internet, et les gens qui l'ont diffusé, l'ont fait pour nuire à ma personne. Et il n'en est strictement rien du tout. Et la personne qui a diffusé ça a dû payer 6 à 7 000 euros pour récupérer cet enregistrement qu'il a créé lui-même. Ce que vous voyez. Mais on ne peut pas porter plainte contre des gens qui ne sont pas, qui sont des délinquants en fait, qui sont véritablement des délinquants, ce que vous voyez, et qui sont en contact avec un autre délinquant, qui se connaît d'ailleurs, qui se connaît très bien. C'est tout ce que j'ai à dire sur cette affaire. Il n'en est strictement rien du tout. Et ça, ce sont des choses dont on m'a accusé et que aussi les relais ont été... Les gens en ont parlé ici. J'ai même entendu parler d'une commission d'enquête. Et j'attends toujours cette commission d'enquête. En tout cas, personne n'a empêché les parlementaires de créer une commission. Je n'ai pas intervenu, je n'ai strictement rien dit. Et je suis très à l'aise sur ces dossiers-là. Et ce n'est pas sur ce plan, ni sur ce point, ni sur ce pan qu'on pourrait m'attaquer. Ce que vous voyez. Et ça, j'ai commencé depuis, vous savez, depuis ma première année, j'ai commencé à me mettre face au peuple mauritanien pour parler, pour discuter avec eux. Si j'avais quelque chose à me cacher,
ou si j'avais été l'auteur de quoi que ce soit interdit par la loi, ou moi je ne serais pas là en train de vous parler. J'ai défié quiconque, qui peut présenter quoi que ce soit de crédible et de palpable, qui touche à ma personne, ou qui touche aussi des agissements que je n'aurais dû pas faire en tant qu'officier, je dis bien en tant qu'officier, parce que j'ai quand même 32 ans de carrière dans l'armée, et durant cette période aussi. Bon, c'est vrai que quand on est dans cette position, on doit subir beaucoup de choses, et on les subit. Mais en tout cas, moi, je les subis sans gêne. Je ne suis pas du tout gêné par ces accusations. Et ce n'est pas la première accusation. Je suis sûr que ce ne sera pas la dernière accusation dont je serai victime. Mais c'est des bons... c'est des jeux que certains politiques font, ou même certains délinquants, parce qu'il s'agit de la délinquance. Ça n'a rien de politique, mais malheureusement, ça a été pris par des politiques, c'est tout. Il n'y a strictement rien du tout. Et les gens aussi qui m'accusent quand vous dites que mon cheval de bataille était la bonne gouvernance, alors que je laisse mon entourage agir, aussi là je défie quiconque qui puisse me présenter quoi que ce soit qui aille dans le sens contraire de ce que je dis ou de ce que je fais. De ce que je dis sur le plan de bonne gouvernance. Des inspections de l'IGE ont été envoyées un peu partout, dans toutes les ambassades. Dans des ambassades où les ambassadeurs étaient des anciens ambassadeurs que j'ai trouvés devant moi, dans les ambassades où les ambassadeurs ont été désignés par la suite, ça a touché des ministres, des ministères qui ont été mes premiers soutiens. Et il y a eu des victimes, vous le savez. Vous le savez. Et ce ne sont pas des gens des autres partis, ce ne sont pas des gens de l'opposition. Et d'ailleurs, je crois que si on regarde, les 90% ou 95% des victimes de l'inspection générale, sont des gens qui sont de la majorité présidentielle et qui sont mes premiers soutiens. Donc là, je le dis, et je le dis à ceux qui veulent mettre des embûches devant moi, à travers vous, que je n'ai rien à me reprocher. Et je suis vraiment à l'aise sur ce plan-là. Est-ce que vous voyez? Je pose des questions. D'accord. Oh, moi, je vous réponds aussi. Pour que vous les éclairiez davantage. Alors, merci. Monsieur Abdoulaye, nous sommes à court de temps parce que c'est la fin de notre réservation satellitaire. Et ça a été malheureusement imparti aux auditeurs. Il faut être rationnel dans la gestion du temps qui vous reste. D'accord. Je viens de loin. Oui, d'accord, mais il faut être rationnel, c'est tout. De toute façon, vous avez quelques minutes encore, vous pouvez en profiter pour poser des questions. Je voulais avant tout, pour être juste et objectif, ne pas être injuste, faire un témoignage. Je reviens de Kaïdi, j'ai marché sur les routes que vous avez fait construire, j'ai vu l'hôpital que vous êtes en train de faire construire, j'ai vu aussi la mosquée que vous avez aidé à faire rénover. Je n'ai aucun positionnement, donc, mais comme vous l'aviez dit, je n'ai pas jugé utile de revenir là-dessus. Les Mauritaniens de l'étranger ont des soucis, des préoccupations de 4 ordres. La première, c'est qu'au début de votre mandat, vous aviez dit que vous souhaiteriez que les Mauritaniens de l'étranger viennent participer au développement de notre pays. Il y a un collectif des cadres mauritaniens expatriés qui existe, qui est animé par des cadres de la haute fonction publique internationale ou des cadres du privé qui aimeraient entrer en contact avec les autorités pour entrer. Donc, ils aimeraient savoir comment, dans quelle mesure ça peut se faire. Je crois même qu'ils ont rencontré ici 2 ministres récemment. Ceux qui sont en France, vous avez saisi il y a quelques mois au sujet des conditions de l'enrôlement, donc pour le retrait de la carte de séjour
et pour qu'il y ait de nouveaux bureaux en Europe pour leur éviter de remonter jusqu'à Paris. Il y a aussi, bien sûr, cette double nationalité-là. Ça a changé avec vous, je le rappelle, mais sous réserve de vous adresser une demande. Alors, vous aviez, lors de l'entretien à Paris, dit que vous alliez alléger la procédure. Donc, on aimerait savoir un peu dans quel sens ça va aller. Masalan, بالعربية علمت أنا يا مستوف بالمواقع الإلكترونية العربية أني جبرت الجنسية السنغالية يلي ما طلبته جا. علمته يا مس برازار أنا براسي. انتم شلاي تواسو ياك نجبر ترخيص مزدوج جنسيه. Pour répondre à votre première question, le retour des Mauritaniens à l'étranger est souhaité de toute façon, et a été de tout temps d'ailleurs souhaité. Mais ça ne veut pas dire que dès qu'ils rentrent, on va les nommer ministres, ou bien directeurs, ou bien chefs de service. Ils doivent retourner chez eux. Ils doivent participer au développement du pays. Donc ils doivent participer au développement du pays en essayant de s'acquitter de leurs devoirs en tant que Mauritaniens et en exigeant leurs droits, c'est tout. Le pays est régi par des lois. Je crois que nous leur tendons la main, nous souhaitons qu'ils reviennent tous tant qu'ils le peuvent. Ils sont les bienvenus chez eux, et d'ailleurs chez eux, on ne peut pas les empêcher de rentrer, et nous souhaitons qu'ils rentrent. Mais j'entends certains, par exemple, dire qu'ils souhaitent revenir, mais il faudrait qu'on leur trouve un emploi. Un emploi, je crois qu'on ne peut pas caser tout le monde dans la fonction publique. L'État ne peut pas supporter toutes ces charges. Et je crois que notre système aussi actuellement de gouvernement est un système qui essaye de s'approcher de la rationalité. Donc on ne peut pas encourager le retour des gens en leur promettant et en les insérant directement, en augmentant les charges de la fonction publique qui sont passées déjà de 77 milliards en 2009 à 103 milliards de billets en 2013. Les charges salariales de l'État sont passées de 77 milliards à 103 milliards. Donc le fait de dire aux gens, bon, allez-y, vous rentrez chez vous, on va vous engager à la fonction publique, on va vous recruter, je crois que ça ne relève pas de la rationalité, c'est d'une part. D'autre part, mais nous sommes ouverts à leur retour, nous leur facilitons toutes les procédures pour leur permettre de revenir sur place. Et ils peuvent participer aussi au recrutement, au concours, pour faire... c'est les mêmes pieds d'égalité que les Mauritaniens qui étaient là. Mais on ne peut pas favoriser les gens qui étaient à l'extérieur seulement parce qu'ils étaient à l'extérieur. On ne peut pas les récompenser. Pas leur faire une récompense particulière, ils n'ont pas de bonus. C'est des Mauritaniens, nous leur souhaitons, nous les encourageons à venir, mais nous avons des gens aussi qui sont là, qui voudraient bien travailler, qui voudraient bien participer aussi, qui sont là. Pour ce qui est de la double nationalité, comme vous dites, effectivement, on a opéré des changements au niveau de la loi qui régissait le code de la nationalité mauritanienne. Et on a, je crois, introduit un article qui permettait aux Mauritaniens ayant obtenu une nationalité étrangère de conserver leur nationalité mauritanienne, mais sur demande, à la demande. Donc il faut qu'ils en fassent la demande, parce que quand vous prenez une autre nationalité, ça veut dire que vous avez renoncé de fait à votre nationalité. Donc vous envoyez une lettre pour demander de conserver, de garder votre nationalité. Et c'est tout. C'est une procédure tout à fait normale, simple, vous envoyez. J'ai déjà à traiter, je crois, 4 ou 5 cas comme ça. 4 ou 5 cas, je crois, même si non plus d'ailleurs. J'ai reçu des demandes des gens de Célibabi qui ont demandé à conserver leur nationalité mauritanienne. Et on les a envoyés pour vérifier d'abord est-ce que ce sont des Mauritaniens, que c'est des Mauritaniens à l'origine, et on est en train de leur répondre. Mais ça passe par un circuit, effectivement. Un circuit, ben, mais une fois l'accord obtenu, les choses, ça passe correctement. C'est tout. Et pour vous, je ne sais pas. Hein? Oui, le recensement à Paris. Le recensement, c'est un enrôlement. D'abord, ce n'est pas un recensement parce qu'il faut faire la différence entre recensement et enrôlement. L'enrôlement, c'est les gens qui ont des papiers, qui sont mauritaniens, qui sont à l'étranger ou bien qui sont à l'intérieur du pays. Ils viennent, ils s'enrôlent. Mais il y a des procédures pour s'enrôler. On ne peut pas enrôler quelqu'un
avant que ses parents ne soient enrôlés, comme on ne peut pas enrôler ses enfants avant que lui-même ne soit enrôlé. Et c'est un processus peut-être parfois long, parfois difficile à comprendre, mais c'est un processus définitif aussi, qui une fois fait, va régler définitivement le problème. Et c'est un enrôlement qui permet un enrôlement d'ascendant à descendant. Mais une fois fait, ça garantit à la personne d'avoir ses papiers là où il peut aller, d'avoir son passeport, d'avoir sa pièce d'identité, et ses enfants d'être assurés. Et ça lui-même permet donc un siècle ou deux d'avoir un arbre généalogique d'ailleurs, parce qu'il connaîtra tous ses parents, parce que c'est dans un système biométrique qui est permanent et qui est périn, et qui est sécurisé, parce que nous avons 2 exemplaires. Si vous êtes enregistré à Paris, ou bien aux Émirats, ou bien Goraï, ou n'importe où, ça passe directement à Nouakchott, et il y a un deuxième point, c'est le territoire national, c'est tenu secret, qui garde une copie de cette mémoire. Mais ce n'est pas un travail qu'on peut bâcler, qu'on peut faire à la hâte. Donc, il faudrait que les gens prennent conscience de cela. Et il faut qu'ils sachent que c'est un travail quand même assez complexe, mais qui est périn aussi. C'est vrai qu'à Paris, les gens ont eu des difficultés, c'est vrai. J'ai eu à discuter avec certains d'entre eux, j'ai reçu plusieurs groupes, je leur ai éclairé la situation, on a fait toutes les facilités possibles et on est en train de continuer. Et les choses sont en train de s'arranger petit à petit avec le temps. Et c'est vrai que les gens quand même sont restés 50 ans sans papier. Certains d'entre eux sont restés 50 ans sans papier. Il faut qu'ils acceptent quand même de rester 1 mois, 6 mois, 1 année, parce que c'est qu'on règle le problème. Et on ne peut pas tous se bousculer le même jour à la même porte et exiger d'être libéré le même jour, c'est pas possible. Quand on a attendu 50 ans, même 53 ans parfois. Certains ont perdu leur papier en France, certains les ont balancés, certains n'ont même pas de papier, donc il faudrait qu'on ne peut pas dire, parce que vous parlez soniqué, que vous êtes un ressortissant de Célibabi, que vous êtes mauritanien, c'est pas possible. Ou bien que vous parlez de Hassaniya, il y a des gens qui sont venus qui parlent de Hassaniya, alors que leurs papiers n'ont pas été acceptés, Donc il faut qu'on prenne quand même le temps de bien vérifier les choses. Et qu'on le comprenne dans ce sens. Il ne faut pas qu'on essaye de le comprendre dans un autre sens. Il ne faudrait pas aussi qu'on laisse aussi le loisir aux politiques de s'en servir, ou des gens qui ont d'autres velléités que vous connaissez, parce que vous êtes à Paris, vous savez ce qui se passe là-bas, s'en servir. Mais notre objectif est clair là-dedans. Donc il n'y a pas de... Chaque Mauritanien aura droit à ses papiers et aura ses papiers.